La convergence sociale vise à aligner, vous le savez, Madame Youssoufa, progressivement le système de protection sociale de Mayotte, santé, famille, retraite, emploi sur le niveau national. Une évolution progressive a été engagée à partir de la départementalisation en 2012, même si nous sommes encore loin de l'objectif. Ce processus devait se faire en une génération, soit d'ici 2030. Monsieur le ministre, moi, au vu de ces déclarations, quand même, je souhaiterais préciser 2-3 choses. Parce que la convergence sociale à Mayotte, ça fait des années que Mayotte la demande, ça fait des années que le gouvernement n'avance pas. Et il n'y a pas... Les gouvernements n'avancent pas. Mais donc, il n'y a pas l'ombre du début d'un calendrier prévu pour la convergence sociale que vous subitement invoquez pour dire on va ralentir ou ménager vers le moins 10 ans pour les mesures sur Chido. C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'invoquer une convergence sociale qui n'existe pas. On a demandé à de nombreuses reprises, nous, élus mahorais, des conférences sociales dont vous n'avez, ou les gouvernements précédents, même le vôtre, n'ont jamais fixé la date. Donc là, vous évoquez ça comme argument qui me paraît complètement fallacieux. Mais le deuxième élément, c'est que je vous rappelle quand même que dans le plan Mayotte debout, il y a la zone franche globale dont on ne connaît pas le détail. Donc j'aurais pu entendre à la limite que vous évoquiez ça comme argument, mais on n'en connaît pas le détail sur la zone franche globale, et de deux, là, vous parlez d'une convergence sociale qui est vide de sens puisqu'il n'y a aucun calendrier. Et il n'y a pas eu de conférence sociale, il n'y a aucun calendrier de convergence sociale. Donc pardonnez-moi, mais sauf, et là vraiment je vous invite à clarifier, parce que ça ce serait une information et une bonne nouvelle pour Mayotte, de savoir qu'il y a enfin un calendrier pour la convergence sociale pour notre île. Là vraiment, je vous en prie, et je suis tout ouïe. Monsieur le ministre, vous souhaitez réagir? Oui, mais même à 23h43, il n'y a pas besoin de le faire avec ce ton. On va essayer de trouver le chemin. Hein, parce que, non, tout simplement, moi, j'essaie d'expliquer, je l'ai dit, et rapidement, parce que j'essaie d'aller vite, vu l'heure. Je dis tout simplement, je reconnais, et je l'ai dit hier, hein, que nous avons pris beaucoup de retard sur Mayotte, y compris sur la convergence. Mais j'indiquais précisément tout à l'heure, vous ne m'avez pas entendu, que c'est dans la loi programme que nous devrons intégrer ces éléments-là. Dans la loi programme ou Mayotte 2 ou Mayotte debout. Donc, moi, j'essaie uniquement de rappeler quelles sont les conséquences de l'amendement et pourquoi je le sous-amende. Pour le reste, je suis bien d'accord avec vous, à la fois sur la convergence, mais aussi sur la nécessité de le mettre dans la loi programme. Comme je n'ai pas envie de me fâcher à ces heures-ci parce que ça n'a aucun sens, je retire mon sous-amendement et comme ça, on vote votre amendement. Mais il y a des conséquences financières. Et je veux le rappeler tout simplement. Et ces conséquences financières, elles peuvent faire tomber à un moment votre amendement. Madame la rapporteure, vous souhaitez réagir? Par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables par le cyclone. Ah oui, donc je ne comprends pas, Madame Balin, votre argumentaire. C'est pas le 18, c'est pas ça, c'est ça. C'est sur le titre. Le sous-titre est différent. En fait, là, c'est ce que vous dites, c'est le 276. Ah, donc c'est moi qui suis dans l'erreur. Je suis confus, désolé. C'est votre prochain amendement. Voilà, donc j'étais déjà en train de donc là, on est sur le numéro 18, voilà, qui vise le sous-titre. Eh oui, mais donc où est-ce qu'il est? Je ne l'ai pas. Eh bien... Je ne l'ai pas. Oui, pardon. Madame la rapporteure, je vous laisse compte. Il a fait une baïrou. Voilà, donc moi je vous suggère... Parce que l'amendement de Madame Youssoufa, de Madame la rapporteure, vise à suspendre les délais applicables en matière de recouvrement et de contestation des créances publiques à compter du 14 décembre 2024. L'adoption de l'amendement présenté par la rapporteure conduirait à ne pas inclure dans le dispositif les délais ayant débuté avant le 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter du 14 décembre 2024 et expirer avant la date d'entrée en vigueur de la loi. Je prends un exemple. Un délai pendant lequel un redevable a la possibilité de contester un acte de poursuite de l'administration arrivant à échéance le 14 janvier 2025 serait suspendu jusqu'au 31 mars 2025 en application du projet d'article 17. En revanche, ce délai ne serait pas suspendu si l'amendement était adopté. Voilà pourquoi je suis défavorable à l'amendement de Madame la rapporteure. Je ne doute pas un seul instant que vous avez parfaitement compris le sens des deux amendements. Alors, Monsieur le ministre, au risque de vous contredire, je pense que vous déformez complètement l'amendement que je présente. Et en l'occurrence, il s'agit bien de mettre fin à la rétroactivité que votre amendement propose, et prolonge. Et il s'agit, par mon amendement, de protéger
les contribuables mahorais et d'éviter de donner des pouvoirs exorbitants à l'administration fiscale, dont je ne doute pas de... J'ai un avis. Si, vous avez, oulala, oui, vous avez des observations. Allez-y. Non, je suis désolé, je suis pas. Non, c'est parce que le diable se cache dans les détails d'un rédactionnel. Non, je redeviens sérieux. Le changement de terme qui est proposé par la rapporteure, puisqu'il vise à remplacer à la seconde phrase les mots des redevables par de ses créances. C'est pas totalement rédactionnel seulement, c'est un changement de mots. Ce changement de terme conduit à rendre la fin de la seconde phrase de l'article 17 impropre en évoquant la situation économique et financière des créances et non plus des redevables. Pardon, mais juridiquement, ça n'est pas la même chose. C'est pour ça que le gouvernement demande son retrait et à défaut, il émet un avis défavorable. Le texte expliquant que l'on suspend des redevables, ce qui sauf à dire qu'on suspend physiquement des personnes, voilà, on suspend des dettes ou des créances. Monsieur le ministre, là, pour le coup, c'est vrai que c'est une question de français, mais en fait, j'entends le propos de monsieur le ministre et je suis un peu surprise sur la question de prolonger par décret ou pas hypothèque l'alignement des prestations sociales à Mayotte. J'avoue que là, le lien me paraît... je ne l'ai pas vu venir et je souhaiterais plus d'explications. Augmenter le montant des dons et versements pris en compte dans le calcul de la réduction d'impôt en passant de 1 000 à 3 000 euros, c'est évidemment compensé. Monsieur le ministre. Je ne comprends pas, mais peut-être que je n'ai pas bien compris. Nous avons tous souligné l'exceptionnel élan de solidarité populaire illustré par l'afflux des dons. Et concernant votre amendement, je crois qu'il y a un risque que cette dépense fiscale soit synonyme d'un effet d'aubaine pour des ménages aisés, parce qu'un don de 3 000 euros, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il faut être aisé pour 3 000 euros. C'est une vraie somme. Donc c'est pour ça que j'émets un avis défavorable, parce que je ne vois pas le sens, en fait, je n'ai pas compris le sens de l'amendement. Vous allez peut-être mieux m'expliquer. S'il n'y a pas d'intervention, de réaction, Madame la rapporteure. Alors effectivement, monsieur le ministre, c'est d'encourager la générosité en augmentant la déduction fiscale. C'est assez binaire, mais normalement, je pense à votre portée. Bon, je pense que nous sommes éclairés, donc je vous propose de voter sur cet amendement numéro 280 de Madame la rapporteure. Avis défavorable. Je tiens à rappeler que dans le territoire, le tissu économique de Mayotte, tel qu'il était décliné avant même le passage des Chido, ressemble beaucoup à celui de la Guyane. Et c'est même pour ça que le fait qu'on puisse enlever le principe d'allotissement pose un grave problème dans la représentation de ces entreprises-là dans les marchés à venir. Même s'ils sont en majorité des TPE, ils pourront, via les allotissements, se configurer en groupement d'intérêt et répondre à certains marchés. Et le fait d'enlever la possibilité de faire l'allotissement rendra quasiment impossible de pouvoir répondre, dans la mesure où ce sont que les grosses structures qui ont une capacité de trésorerie assez importante qui pourront répondre. Donc on sait de quoi on parle. Ça se fait de façon régulière sur nos territoires, sur les grosses structures qui répondent aux marchés importants, et derrière ils sous-traitent, et comme l'a rappelé le collègue Ratnan, à bas coût. On ne parle pas de la même chose. Le gouvernement a modifié la disposition du Code de la commande portant précisément à 20% la part de l'exécution. Bon, donc l'amendement, de mon point de vue, est déjà satisfait. On propose le retrait ou sagesse, parce que là, c'est plutôt le retrait, parce qu'on est en train de confirmer ce qui est déjà dans le décret du 30 décembre 2024. Je rappelle que le problème qu'il y a dans nos territoires au niveau des structures des entreprises locales, c'est la trésorerie. Elles n'ont pas les reins assez costauds pour répondre à certains marchés. D'où le fait de dire, si on avait laissé l'allotissement, serait permis effectivement de se mettre en groupement et de répondre à ces marchés-là. Derrière, lorsqu'on parle de contrats de sous-traitance, il faut savoir que lorsque une structure prend le marché, elle sous-traite, c'est toujours au moins 10 ans. Et je rappelle que les pouvoirs publics déjà, qui sont grande majoritaire en matière de marché, ils sont déjà sur une logique de moins 10 ans en matière de prix. Ça veut dire qu'on arrive à des prix tellement bas que les petites structures ne peuvent même pas répondre et n'arrivent même pas à vivre de cela. Donc quand on met en place un marché de sous-traitance comme ça, on est en train de tuer l'entreprise, le tissu local au niveau des TPE. C'est pour ça aujourd'hui, dans la reconstruction de Mayotte, pour permettre une économie endogène via cette structure-là, il faut leur laisser la possibilité de répondre elles-mêmes au marché et de les accompagner de leur développement. Sinon, on va répéter les mêmes erreurs en matière de stratégie économique locale. Pas sur l'article 13, mais là où vous avez raison,
c'est que l'amendement de M. Gosselin, sous-amendé par le gouvernement, était beaucoup plus clair que ce qui a été adopté de manière tout à fait légitime par la commission. C'était beaucoup plus clair. Et donc, si nous l'avions adopté ainsi, et vous avez voté pour, je sais bien, nous n'aurions pas posé cette... va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a cette possibilité, on a 20%, on a la possibilité d'aller plus loin. Mais là, on est dans l'application du code, enfin du décret que j'évoquais tout à l'heure. Ça me paraît simplifié. Moi, ce que je demande, c'est qu'on simplifie. On est dans une volonté d'accélération et de simplification. Je comprends hein, tous les objectifs, et c'est aussi mon rôle comme ministre de le rappeler, essayer de simplifier, de clarifier les choses.